Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette première conférence du nouveau cycle 2025-2026. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Donc, on commence ce cycle avec une conférence archéo. Je ne vais pas développer. Alors, si vous n'avez pas récupéré le programme encore, il est là. Voilà, vous pourrez le récupérer tout à l'heure. Et donc, eh bien, c'est Jean-Gabriel Paria qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette nouvelle année, ce nouveau cycle de conférences. Donc, il est chargé de collection au sein du service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Donc, il va un petit peu pouvoir nous expliquer ce que deviennent tous les matériaux et tous les vestiges archéologiques une fois découverts. Voilà, on imagine que ça prend un peu de place et que ça demande une grosse organisation pour s'y retrouver. Donc voilà, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe et voilà, nous donner toutes les informations sur le sujet. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser commencer. Merci beaucoup, bonne conférence. Merci, bonjour à tous. En guise d'introduction, je suis venu avec quelques petits documents du service. Donc il y a des documents sur l'archéologie préventive, sur le service départemental. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, à la fin de la présentation, n'hésitez pas à venir en récupérer. Donc je vais me représenter un tout petit peu rapidement, succinctement. Je suis arrivé au département en 2006 en tant qu'archéologue dans un premier temps. Et en fait on le reste, c'est pas parce que je suis passé du côté obscur des collections que j'ai arrêté de faire de l'archéologie. Donc en fait pendant 16 ans j'ai pris part à l'archéologie préventive sur le territoire. Donc avant chaque aménagement, je suis intervenu dans le cadre de projets en tant que responsable d'opération, spécialisé sur une période qui est de la préhistoire récente. Donc pour ceux qui m'ont déjà entendu ici, je ne parlerai pas de néolithique aujourd'hui, mais je vais parler d'autres choses. Et puis donc à partir de 2022 aussi, parce que j'avais des envies de changement, j'ai donc rejoint l'univers de la gestion des collections, parce que aussi il faut bien apporter à certains moments sa part d'administratif dans ces métiers-là, et pour que le rouage général fonctionne. Donc, une première interrogation qu'on pourrait avoir qui ne va pas de soi, c'est pourquoi est-ce qu'on conserve des collections archéologiques ? C'est une question qui revient souvent quand on fait de la médiation. Donc ça, c'est déjà une première interrogation qu'il est légitime de se poser. Et on pourrait en poser une deuxième, pourquoi en conserver dans le Val d'Oise ? Le Val d'Oise, aujourd'hui, c'est en termes de carte archéologique, à peu près 8000 sites recensés. Donc évidemment, ces 8000 sites ne sont pas tous fouillés, sinon là pour le coup, c'est pas un Jean-Gabriel Paria qu'il faudrait pour gérer les collections, c'est beaucoup plus de monde. Mais toujours est-il que ce chiffre-là donne une idée, il est assez représentatif de l'ensemble du territoire français, puisque ce maillage est à peu près le même partout, je pense en France, de la richesse archéologique et patrimoniale qu'on a sur le territoire. Donc finalement, une fois qu'un site va être fouillé, il va être détruit, plus ou moins intelligemment, puisque s'il n'y a pas de procédure déclenchés par l'État, les vestiges seront détruits sans surveillance par un spécialiste. En revanche, à partir du moment où des archéologues vont intervenir, ils vont eux aussi contribuer à la destruction des vestiges, mais en enregistrant le potentiel, les informations. Donc c'est une destruction raisonnée d'une certaine manière. Mais le résultat final est le même. Sauf que dans un cas, on n'a pas d'informations, dans l'autre, on va en avoir. Donc à partir de là, l'archéologue va créer une documentation qui est composée de mobilier archéologique et de données scientifiques, des documents de terrain. Alors pour ceux qui ont déjà fait des recherches en archives, par exemple, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des minutes de terrain, donc des relevés qui sont faits par l'archéologue. On va avoir ses carnets de fouilles, etc., etc. Pour avoir une bonne idée de ce qu'est une documentation scientifique, je vous suggère par exemple d'aller visiter l'expo sur Agatha Christie actuellement, qui est au musée archéologique départemental, où on a des carnets de fouilles historiques. Aujourd'hui, on s'en sert par exemple de cette documentation-là pour la valoriser auprès du grand public.
Donc cet ensemble qui est constitué du mobilier archéologique et de la documentation va constituer la mémoire d'un site archéologique. Et en ce sens, eh bien, c'est un acte de préservation de la trace d'un patrimoine qui appartient à l'ensemble des citoyens. Deuxième point important, conserver les vestiges, c'est aussi garantir l'accès à l'information pour les générations futures. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut organiser cette documentation sur le long terme. Puisqu'en fait, l'exploitation scientifique qu'on va faire d'un objet ou d'une collection, que ce soit une bague ou 300 vases, eh bien, elle est impossible à court terme. Nous, on va rendre un rapport qui est exigé par les services de l'État dans un délai qui va au maximum faire 2 ans. Vous imaginez bien que, vu la taille des données qu'on accumule, on va forcément revenir sur cette documentation, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, le travail de gestion des collections, il est là aussi pour garantir l'accès à ces données-là. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point important. Le troisième, c'est la notion de valorisation et de diffusion des connaissances. Évidemment, si on garde ces objets-là dans un dépôt sans les faire vivre, l'intérêt est relativement limité. Certes, on aura fait notre travail de garantir la documentation pour le futur, mais il n'en restera pas grand-chose pour la population. Donc, on a à la fois différentes formes de sensibilisation auprès des jeunes publics, par exemple. Dans le cas d'un département, les publics collégiens sont des publics cibles, donc on accueille des stagiaires de 3e, par exemple. Le milieu de la formation étudiante, dans les milieux universitaires, certaines collections qui ont été exhumées il y a 50 ans, aujourd'hui sont révisées avec des yeux complètement nouveaux, avec des méthodologies différentes. Donc ça, c'est vraiment un moyen de continuer de faire vivre les collections. Et puis, tout ce qui va être animation, valorisation, via des expositions, des conférences, ça j'y reviendrai. On a un certain nombre de musées partenaires sur le territoire avec lesquels on travaille. Donc tout ça va contribuer à une restitution patrimoniale à l'échelon local. Pour répondre à tous ces besoins, finalement, l'enregistrement doit être pérenne, donc durable. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit localisé dans une structure permanente, avec des postes et des moyens. Alors j'entends pas forcément des postes informatiques, j'entends des moyens humains. Il faut du monde derrière pour gérer ces collections. Donc c'est les archéologues eux-mêmes, bien sûr, mais aussi, pour le coup, toute la chaîne opératoire des gestionnaires de collections qui sont derrière. Cette réflexion, elle a été engagée au sein du service départemental très tôt. Là, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de la gestion des collections, que je présente ici un petit peu en termes de retour d'expérience. En 1976 est créé le premier poste d'archéologue à Cergy. On a un archéologue qui est recruté pour faire toute l'archéologie du territoire, à la préfecture à l'époque. Il a un bureau et c'est tout. Cet archéologue, il s'appelle Philippe Soulier, il sera chef du service jusqu'en 1998. Cette création de poste, c'est important de savoir qu'elle se fait dans un contexte bien particulier, puisque c'est un des premiers postes qui est créé dans le Val d'Oise. On est dans un contexte où il y a un tissu associatif en matière d'archéologie qui est très très développé dans le Val d'Oise, avec différentes associations qui, pour certaines, ont disparu, et d'autres qui sont encore actives. Donc j'en oublierai forcément, mais je vais en citer quelques-unes quand même. Je vais citer la JPGF, qui avait plusieurs sections à l'époque, dont les plus actives étaient celles d'Ermont et de Villiers-le-Bel. Je vais citer le groupe d'études et de recherche archéologique de la vallée de l'Oise, qu'on appelle le GERAVO, qui aujourd'hui a disparu, l'association a été dissoute, et le centre de recherche archéologique du Vexin français. JPGF et centre de recherche archéologique du Vexin français sont encore actifs aujourd'hui. JPGF, c'est Jeunesse préhistorique et géologique de France. Ils font de l'archéologie, je précise. On en a d'ailleurs un éminent représentant dans la salle. Entre 1978 et 1990,
le service va être impliqué dans des fouilles d'ampleur. La première d'entre elles, ça va être la fouille de l'abbaye de Maubuisson, puisque le conseil départemental va acheter en 1979 l'abbaye de Maubuisson pour y installer son service archéologique. Donc dans ce cadre-là, un certain nombre d'actions de restauration sont réalisées, et on imagine bien que fouiller une abbaye, eh bien, ça engendre un certain nombre de vestiges. Alors, des mobiliers absolument extraordinaires, tout petits, mais aussi des choses très très grosses, notamment des colonnes, des éléments de chapiteaux, des morceaux d'escalier. Et là, ça commence à faire des volumes assez importants. Les fouilles de l'abbaye de Maubuisson, elles vont s'étaler entre 1978, pour les premiers sondages réalisés par les monuments historiques. Les véritables fouilles commencent en 1979, et elles vont s'arrêter en 1983. À peu près, hein. Il y a quelques années derrière qui vont de sondages complémentaires. Puis, on est dans une période où le Conseil général va réaliser avec ses archéologues, puisque alors Philippe Soulier n'est plus tout seul entre-temps, hein, on a un certain nombre d'archéologues qui viennent enrichir les compétences de cette équipe et qui vont donc contribuer à découvrir de nouveaux gisements. Donc ça va être le cas de la fouille de l'église de la cathédrale Saint-Maclou en 1984, où des fouilles ont lieu sur le parvis de la cathédrale. Et donc ces fouilles sont dirigées par Monique Vabon. Et à cette époque-là, on a près de 500 tombes qui sont découvertes. Donc ça aussi, ça fait des volumes très importants. Dans le même temps, à peu de choses près à la même, à peu de choses près à la même période, entre 1983 et 1987, Christophe Toupet, qui est également archéologue au service, va fouiller le château de Beaumont-sur-Oise. Le château de Beaumont-sur-Oise, en fait, on dit le château, il y a le prieuré Saint-Léonard, là encore, c'est plusieurs centaines de tombes, plus les vestiges vraiment du château, donc avec des structures monumentales, ce qu'on appelle nous vulgairement du lapidaire, donc beaucoup d'éléments encore architecturaux. Donc tous ces vestiges-là, on a... je vais vous le présenter comme ça. Voilà les réserves entre 1976 et 1990, c'est-à-dire les lieux finalement au sein desquels on va essayer de trouver des solutions pour conserver ces différents vestiges. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, il n'y a pas de dépôt archéologique, hein, et donc c'est le système D qui prime, et surtout les réseaux. Donc Didier Vermersch, qui fouille à Beaumont-sur-Oise pour l'Antiquité, va arriver avec le lycée Évariste Galois de Beaumont à récupérer quelques salles pour y stocker des vestiges, ce qui par la suite nous a posé des problèmes de conservation parce qu'il a fallu les rapatrier puisque le lycée a voulu récupérer ses salles, un scandale. Et donc par conséquent, on a des vestiges qui appartenaient comme ça à des fouilles réalisées par le département qui sont dispersés un petit peu partout sur le territoire. Vous avez ce qu'on appelle la salle du Palan à l'abbaye de Maubuisson, là sur la photo de droite, qui est une salle en fait dans laquelle qui normalement n'était pas réservée dédiée à ça, mais dans laquelle on accumulait régulièrement des vestiges provenant des fouilles de l'abbaye de Maubuisson. Donc finalement, dans cette période, vous le comprendrez, on est arrivé à saturation très rapidement un peu partout. Il y avait des vestiges dans les locaux de la préfecture, il y en avait dans les locaux du Conseil général, et se faisait sentir assez rapidement le besoin d'avoir un espace pérenne de conservation. C'est en 1989 que finalement, après avoir exploré plusieurs pistes, le département décide de louer provisoirement un bâtiment industriel qui se trouve dans une zone, la zone du Vert-Galant, à Saint-Ouen-l'Aumône. Dans sa philosophie, ce lieu réunit toutes les collections qui sont conservées dans les différents endroits que j'ai évoqués précédemment. Et à cette époque, ce dépôt fait fonction de ce qu'on appellerait aujourd'hui un dépôt SAS, c'est-à-dire un lieu de dépôt transitoire où l'on dépose des vestiges pour ensuite les faire regagner une institution où ils seront conservés durablement, que ce soit à l'État ou dans un musée. Dans les faits, bon nombre de ces collections vont rester au SDAVO et dans ce dépôt que nous occupons toujours actuellement, puisque
le lieu de dévolution définitive des collections est le musée archéologique départemental du Val d'Oise pour un certain nombre de collections et que ses capacités d'accueil ne sont pas suffisantes. Donc le service départemental vient en soutien au service. Plus tard, j'y reviendrai aussi, à partir de 2010 est créée une autre structure dans l'est du département qui s'appelle le musée Arkéa, qui, elle, va avoir dans ses statuts la conservation de l'ensemble des vestiges qui sont dans l'est du département et sur la communauté de communes de Roissy-Porte de France. Mais vous voyez, il y a un certain écart temporel. Donc pendant ce temps-là, il faut conserver les vestiges dans des conditions correctes. Ce bâtiment qu'on occupe à partir de 1990, donc dont vous avez une photo à l'écran derrière moi, hein, j'ai peut-être été un peu... Je ne suis pas entré dans les détails, mais voilà. Il n'est pas isolé, hein, c'est un bâtiment industriel, donc il n'est pas isolé contre les variations hygrométriques et le matériel sensible doit être donc stocké ailleurs. Vous avez quelques exemples, je vais faire une légère digression. Les différents mobiliers qui sont conservés ne réagissent pas de la même façon aux variations de température et d'humidité, selon qu'il s'agisse de céramique, de pierre, d'enduit peint, de mosaïque, de verre, de métal, de cuir, de bois, d'os et j'en passe. Donc certains vont être sensibles aux attaques biologiques, d'autres aux attaques chimiques. Donc en gros, tout ce qui est moisissure, champignons, etc. sont les pires ennemis des gestionnaires de collection. Vous avez à l'écran un lot de céramique, comme il peut être conditionné quand on fait un chantier de collection aujourd'hui, c'est-à-dire quand on ouvre la boîte et qu'elle n'a pas été ouverte depuis 40 ans. Voilà. Donc vous avez une boîte remplie de tessons de céramique. Ça encore, c'est pas trop grave quand on est dans un dépôt comme le nôtre, puisque finalement, la céramique, elle craint la fragmentation, mais si elle est bien cuite, elle résiste assez bien à tout ce qui va être attaque bactériologique, biologique, etc. En revanche, c'est plus embêtant quand on a un sac comme celui du dessous avec du verre qui, lui, a absorbé toute l'humidité possible et imaginable. Donc on a, et puis il va avoir connu aussi des moments où il va avoir subi des épisodes de sécheresse. On connaît bien ces dernières années. Donc le verre va tantôt s'humidifier, ça il aime bien en général. À d'autres moments, il va se dessécher. Et donc ça provoque une irisation de la surface du verre. En gros, c'est la peau du verre qui s'en va. Et à terme, il ne reste plus que des miettes. Et puis en bas, je vous ai mis un clou en métal, pareil, qui vient de notre dépôt. Non, c'est pas un clou, pardon, c'est une épingle en bronze. Et c'est pareil, on voit sur la petite surface, la petite étiquette, des morceaux de bronze qui partent. Donc ça, c'est pareil, le métal n'aime pas du tout l'humidité, donc il faut pouvoir le conserver dans des conditions correctes. Donc les mesures qui sont prises dans les années 90, au moment où donc la plupart des vestiges entrent dans ce dépôt, c'est que tout ce qui est métallique va être conservé au musée archéologique départemental. Ce qui va permettre de limiter cette problématique de conservation. Sachant que le service, de par ses activités, va continuer de faire rentrer des vestiges. Donc il y a un moment donné où il y a quand même du métal qui va rentrer dans le dépôt. Comme ce dépôt n'est pas chauffé, les interventions de travail sur place sont réduites en hiver. Y compris encore à l'heure actuelle, puisqu'on peut avoir des températures qui vont descendre, elles frôlent les températures négatives l'hiver. Donc voilà, à la fois pour des raisons humaines et pour des raisons de conservation des collections, on évite d'y travailler trop. Ce dépôt, comme il est spacieux, il va assez rapidement être partagé avec d'autres services du département, puisqu'on y voit là l'occasion de regrouper un certain nombre de collections. Et on va voir que ça pose problème du fait d'une double problématique. D'un côté, on a de l'archéologie qui, donc, par essence, génère de nouveaux vestiges archéologiques. Et donc, ne pas avoir engorgé les vestiges avec d'autres collections venant de sites culturels du département provoque une espèce d'embouteillage où à un moment donné, on n'a plus de capacité d'accueil pour l'archéologie. Je vais illustrer ça... Ah non, j'y reviendrai tout à l'heure à cette question-là. Durant la décennie 1999-2000,
il n'y a pas de poste dédié à la gestion des collections. Les agents en poste, cela dit, sont conscients de cette problématique et vont expérimenter différentes choses. C'est à cette époque-là qu'on va avoir la mise à disposition d'un conservateur-restaurateur qui s'appelle Georges Vasquez, qui travaille à l'époque pour l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Il y a pas mal de ponts entre l'État et le département à cette époque-là. Et il est missionné pour encadrer un certain nombre de travaux sur les enduits peints de Beaumont-sur-Oise, puisque donc c'est une fouille d'ampleur qui a généré énormément de vestiges, notamment des enduits peints. Donc on a des morceaux de parois des maisons, des villas romaines qui sont décorés et qui nécessitent une conservation préventive de façon à pouvoir ensuite être étudiés. Donc là, on a un exemple d'un élève conservateur qui est en train de travailler dessus. C'est aussi à cette époque que vont naître ce qu'on appelle les mercredis archéologiques autour de la médiation, avec des projets de médiation autour des collections. Ils sont à l'époque animés par une jeune médiatrice qui est bien connue ici, qui s'appelle Sylvie de Chavannes, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui donc a mis en place ces ateliers au sein du service. Et donc le principe était le suivant, c'est-à-dire qu'au rythme d'un mercredi par semaine, une collection dont les travaux n'étaient pas terminés était pris en charge par le médiateur. Il y avait, vous voyez, tout un temps d'explication, de petites formations, et puis les différents bénévoles prenaient part ensuite à la valorisation des collections. Ça, c'est des activités qu'on a pérennisées jusqu'à aujourd'hui encore. Autre période, toujours à la même période, pour illustrer finalement cette prise de conscience de l'importance des collections, on a aussi un spécialiste en anthropologie de terrain, donc qui travaille sur tout ce qui est restes humains, qui est recruté au sein du service pour coordonner et encadrer les activités relatives à ce domaine. Puisqu'en fait, vous l'avez compris avec ce que j'ai dit avant, les vestiges de nécropoles sont assez nombreux. L'abbaye de Maubuisson, le château de Beaumont. Donc on a quand même une vraie problématique qui commence à émerger autour de ces questions-là. Et donc, le SDAVO va à cette époque-là devenir un lieu de formation à la fois pour les étudiants et pour un public bénévole. Et c'est par le biais finalement d'une certaine manière, moi je le vois un peu comme ça, que l'anthropologie... c'est par le biais de l'anthropologie que va naître cette problématique de premiers inventaires de collection. Et une nouvelle notion qui est la notion d'ostéothèque. Alors l'ostéothèque, c'est ce que vous avez en haut à gauche, sur la partie gauche de l'écran, c'est bien ça, oui. Comme je suis à l'envers, c'est... vous avez une vision de ce que c'est que l'ostéothèque. L'ostéothèque, c'est des caisses remplies d'ossements humains qui sont donc dévolus à de la formation, à l'apprentissage et en même temps à approfondir les connaissances en matière de recherche dans ces domaines-là. Il y a environ 60 collections, ce qui fait alors ces collections comportent de 2 à plus de 500 individus, donc on a des très grosses collections avec des effets de série, donc ce qui en fait leur intérêt, et plus de 3500 squelettes. Pour donner un petit ratio, au musée de l'Homme, il y a 10 000 squelettes. Donc c'est quand même un fonds qui est assez conséquent au Val d'Oise. Ces séries, elles sont issues de découvertes et de fouilles anciennes, et finalement, le SDAVO va jouer un rôle de formation. Et on a même, à certains moments, des collections qui ne viennent pas du Val d'Oise, qui vont être hébergées temporairement pour être étudiées, parce que le SDAVO commence à prendre de l'essor avec les lieux de formation parisiens, dans la formation de jeunes étudiants qui deviendront professionnels. Ça a été mon cas. Je ne dirais pas que je suis un pur produit du SDAVO, mais pas loin. Ensuite... c'est aussi à ce moment-là, avec ces spécialistes en anthropologie, qu'on va voir apparaître les premiers temps d'une gestion informatique, avec la mise en place de bases d'études, de bases de données bibliographiques, de bases de données pour le dépôt. Et on a à l'époque 1300 boîtes qui sont recensées. Finalement, la manière dont ont été gérées jusqu'à présent les archives biologiques, donc les restes humains dans le Val d'Oise, ne se distingue pas vraiment au final dans les buts ou les objectifs de ce qu'on ferait en gestion-conservation d'un autre matériau archéologique.
puisqu'en fait, les objectifs de cette gestion, ils sont rappelés dans un document cadre qui est réalisé par donc Hervé Guy, qui a été la personne qui coordonnait ces activités-là, qui est organiser la conservation à long terme de l'information. Donc on retrouve bien ce que je disais en introduction. D'enregistrer cette information, pourquoi ? Pour pouvoir la critiquer, la comparer, la réinterpréter par n'importe qui aura une formation adaptée. La nécessité donc de cet enregistrement pérenne et un enregistrement des informations qui doit être mis à disposition de la communauté scientifique sur simple demande. Il y a aussi ce côté, on est sollicité, on peut répondre parce qu'on connaît bien notre fond. Du reste, en 1998, plusieurs archéologues du service départemental vont intervenir lors d'une table ronde sur le dépôt archéologique qui va se tenir avec pour thème le dépôt archéologique. Cette table ronde, elle est organisée à Bourges. Et ça montre bien, là, finalement, l'intérêt de l'équipe du SDAVO pour la gestion des collections. Alors, elle est organisée par plein d'autres collectivités en France. Elle est plutôt à l'initiative des collectivités, d'ailleurs. Mais on commence à sentir les prémices d'un réseau qui se structure autour de la gestion des collections. Donc ça, c'est pour faire un petit peu écho à ce qui se passe au niveau national. Entre 2000 et 2010... on va de plus en plus se rapprocher d'une gestion raisonnée des collections. Alors, on va voir qu'un certain nombre de choses vont venir cadrer finalement tout ça, puisque le 27 septembre 2004, on a un arrêté qui découle d'une loi de 2001. Les lois de 2001, c'est les lois pour l'archéologie préventive. En gros, si je simplifie à l'extrême, avant 2001, on peut faire ce qu'on veut avec l'archéologie. À partir de 2001, c'est terminé. Quand on veut construire, on est soumis à de l'archéologie préventive. Oui, c'est la théorie et le monde merveilleux. Bon, voilà, on va le présenter comme ça. Donc, à partir de là, effectivement, on a une loi en 2001, mais de façon un peu provocatrice, je vais dire, on n'a pas grand-chose d'autre pour cadrer tout ça, donc il y a des vestiges qui rentrent, comment est-ce qu'on fait ? Bon, évidemment, les services de l'État se sont emparés de la question, et à partir de 2004, on a un arrêté qui paraît et qui régit finalement la manière d'inventorier ce mobilier archéologique. Donc désormais, on doit rendre des inventaires dans le cadre d'un rapport, donc les choses se structurent finalement progressivement. Peu avant cet arrêté de 2004, en 2003, au SDAVO est recruté pour la première fois un responsable du dépôt archéologique et un magasinier. Et ça va avoir des effets immédiats puisqu'on va entrer dans une logique de rangement, de tri, d'acquisition de collections. Je parlais du groupe d'études et de recherche archéologique de la vallée de l'Oise. C'est en 2005 qu'une convention est passée avec le département de dévolution des vestiges qui appartiennent à cette association pour en garantir l'accès aux générations futures, puisque sinon on avait un problème en termes de devenir de cette collection. C'est une vraie problématique aujourd'hui avec les... Alors, c'est pas polémique du coup tout ce que je vais dire, mais avec les populations qui sont vieillissantes dans les associations, la passation de pouvoir qui se fait pas toujours avec des générations plus jeunes parce que les centres d'intérêt sont ailleurs, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces collections qui ont été collectées, qui sont des mannes d'informations considérables. Donc le SDAVO est vraiment inscrit dans une démarche de réflexion autour de ces problématiques-là et s'en empare un peu en tant que garant finalement de cette pérennité des recherches. Donc c'est à cette époque-là, avec le recrutement en 2003 d'un gestionnaire de collection, que vont démarrer les inventaires spatiaux de notre fonds, c'est-à-dire où sont conservés les vestiges. Puisqu'on a un grand dépôt avec plein de caisses, mais finalement on ne sait pas forcément où sont les différentes caisses d'une collection. Cette situation, elle est compliquée en 2003, puisqu'en fait le dépôt, donc là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, abrite encore des collections d'autres services de la culture au sein du département. Si bien que l'accès aux vestiges eux-mêmes est parfois complexe. Pour vous illustrer cette question-là, je vous ai mis les deux diapos qui sont à l'écran, les deux images qui sont à l'écran. Donc sur l'image que vous avez à gauche, vous avez une grande partie des vestiges du musée de l'outil, alors aujourd'hui exposés au musée de l'outil, mais qui à l'époque étaient dans notre dépôt
Et donc, vous voyez la problématique qu'on a de la même manière, d'ailleurs, sur la diapo de gauche, avec des vestiges des formations, avec des éléments d'une exposition de l'atelier de restitution du patrimoine et d'ethnologie qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui, du coup, réalisait des expositions dans le département. Donc, on servait aussi d'hébergement temporaire pour les expositions comme ça. Et donc, on n'avait plus du tout accès à nos palettes lapidaires. Donc, on pouvait, ne pas assurer le suivi régulier de l'état de conservation de ces vestiges-là, et 2, on ne pouvait pas les manipuler si des spécialistes venaient. Donc là, ça a fait émerger très rapidement un problème de gestion pure des collections archéologiques, sachant que on était censé pouvoir accueillir aussi, par ailleurs, encore des collections. Donc il y a tout un travail qui a été engagé à partir de là pour essayer d'assainir un peu cette situation. Parallèlement à l'arrivée de ce gestionnaire, les choses ne sont jamais simples. On a plusieurs départs, notamment celui du conservateur-restaurateur qui avait été recruté donc, pour remettre en état tout ce qui est enduit peint, etc. Donc cet aspect du poste va être en déshérence quelque temps. Et le choix qui est fait, c'est de recourir à des prestations de services ponctuels pour pouvoir assurer quand même une forme de suivi en matière de conservation préventive. Dans cette décennie 2000-2010, à partir de 2007, donc vous voyez, on a fait le ménage. Cette fois-ci, ce qu'on appelle les racks, les palettes qui contiennent du lapidaire sont accessibles et on entreprend l'inventaire complet du lapidaire. Donc un agent est recruté pour l'occasion, parce que aussi c'est pareil, il faut qu'on ait des spécialistes pour ces questions-là. Donc il y a le responsable du dépôt qui met en musique finalement toute cette gestion, mais ensuite charge à lui d'aller trouver les spécialistes qui vont bien, soit dans le cadre de formation, soit des gens qui sont financés. Et donc là, on a une jeune archéologue médiéviste qui va prendre en charge l'inventaire de ce lapidaire, qui va du coup identifier des objets qui proviennent de sites qui ont été fouillés. Je parlais de Beaumont-sur-Oise, par exemple, le château, etc., pour lesquels on n'a pas d'inventaire. Donc là, on a petit à petit reconstitué des éléments d'inventaire, et puis qui va identifier aussi des objets dont la provenance est totalement perdue. Ça arrive dans tous les dépôts de France. Donc je reviendrai après sur ce qu'on en fait. Ah non, tiens, si. Si, toujours en 2007. On aime bien expérimenter au ZAO, donc on a expérimenté le réenfouissement des vestiges. Puisqu'en fait, c'est aussi, il faut envisager un peu toutes les options. Aujourd'hui, on accumule vraiment énormément de vestiges, donc il y a plusieurs. Il y a l'option de la destruction-élimination, il y a l'option de conserver, et puis il y a l'option de réenfouir. Le réenfouissement, là, en vrai, en 2007, il n'est pas de notre initiative. Il n'est pas de celle de l'État non plus, puisque c'est l'État qui est garant quand même de toutes les activités qu'on va mener. Il est le fait d'une demande un peu singulière de la commune d'Hérouville qui, dans le cadre de travaux qui sont réalisés sur la crypte de son église, souhaite réinhumer des ossements pour des raisons religieuses qui ont été exhumés lors de fouilles menées à la fin des années 90. Donc ça, j'avoue que pour l'archéologue, puisqu'à l'époque, c'est sur moi qu'a retombé le dossier en tant que spécialiste des questions funéraires, la difficulté a été dans un premier temps de savoir par quel bout prendre les choses. Et donc, accompagné par les services de l'État, il nous a paru important dans un premier temps de prendre l'avis du responsable de la fouille de l'époque, qui travaillait donc à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, et de savoir s'il jugeait que sur cette collection, il y avait encore des choses à faire. Donc, après quelques réunions de concertation, il a été convenu que certains vestiges seraient conservés parce que leur intérêt nécessitait potentiellement des investigations complémentaires, et que les autres, l'essentiel de la collection, regagneraient la crypte.
À partir de là, vous voyez l'état de la crypte avant les travaux, hein, je préfère insister là-dessus, donc avec des problématiques d'humidité, etc. Évidemment, les services de l'État ont obtenu la garantie que ça allait être conservé dans des conditions d'étanchéité parfaites après travaux. Et donc, l'accord a été obtenu en échange de la possibilité éventuellement de réaccéder à ces vestiges à un moment donné. Donc ces vestiges ont été... donc l'État a donné son accord et nous avons organisé le transfert de ces vestiges. Donc vous voyez, c'est les palettes qui sont au milieu, là, qui ont été chargées dans un trafic. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pièce de monnaie de l'année 2007 pour laisser ce qu'on appelle un terminus postquem en archéologie, la trace du dernier intervenant qui a vraiment très bien rangé toutes ces caisses, donc ce qui pourra interpeller éventuellement des gens qui les redécouvriraient dans plusieurs centaines d'années si on n'y revient pas avant. Donc ça, c'est vrai que c'est une expérience qui est intéressante, qui n'est sûrement pas applicable de toute façon à grande échelle. Encore que, c'est des questions qui se posent aujourd'hui en matière de conservation. Alors, la décennie suivante, 2010-2020, va permettre d'entrer pleinement dans la conservation-restauration et la gestion des collections. Puisqu'en 2009, va arriver au sein du service une conservatrice-restauratrice qui se voit confier également la gestion des collections. C'est-à-dire que, je vais revenir un petit peu en arrière, le poste de chargé des collections, le responsable du dépôt, entre-temps est devenu chef de service, donc est devenu vacant. Et du coup, il faut trouver une solution à la fois pour la conservation et pour l'aspect gestion des collections. Il est décidé que, voilà, pour des questions de contraintes budgétaires, hein, ça fait longtemps que ça existe, que 50% du poste serait affecté à la conservation et 50% autres seront affectés à la gestion des collections. Donc finalement, on a 2 postes en un qui permettent d'avancer sur les différents sujets. Ce n'est pas la solution la plus satisfaisante, mais il y a quand même eu un certain nombre d'avancées durant cette décennie. En 2011, on va assister à l'élaboration d'un premier outil d'inventaire. Donc vous voyez, c'est déjà très très tard par rapport à ce que j'ai pu dire jusque-là. Donc l'inventaire des collections va être mis en place par la direction des systèmes d'information. Et on a un logiciel qui va s'appeler Colarc, donc c'est un acronyme de collection archéologique, qui se met en conformité seulement en 2011 avec le décret de 2004. Donc qui permet en fait de gérer les collections tout en étant parfaitement conforme à la loi de 2004. Alors évidemment, hein, tout ça c'est le résultat de réunions de travail qui ont commencé vers 2008, donc il y a eu à peu près 3 ans de travail entre archéologues, gestionnaires des collections, etc., et conservation, puisqu'il y a aussi les questions de conservation. Cet outil de gestion de l'inventaire spatial et scientifique des collections, il va être utilisé jusqu'en 2022, je reviendrai là-dessus. Et l'intérêt, c'est qu'il était intégralement développé en interne. Et donc, du coup, ça a permis de maîtriser les coûts de maintenance, mais ça a aussi permis d'assurer un maintien régulier de la mise à jour. Parce qu'il faut penser à tous ces aspects-là. Si on achète un logiciel clé en main, on n'a pas forcément la maintenance qui va avec. Et ça, c'est vrai que c'est un plus. Dans cette décennie, on a aussi de nombreux mouvements de collection. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse le grand ménage, à ce qu'on fasse ressortir les collections qui ne sont pas dans le département, etc. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, certaines séries, grâce à la création du musée Arkea en 2011, certaines séries vont regagner l'est du département. Donc ça va contribuer effectivement à diminuer le volume de collection qu'on a au sein du service et à faire de la place pour des arrivées futures. Parallèlement à ça, on a de très grosses séries qui vont rentrer dans les collections, puisqu'en fait, dans le cadre d'une convention passée entre le musée archéologique départemental, donc pas nous, hein, le musée et le MUSEM qui se trouve à Marseille, on va récupérer tous les vestiges qui proviennent de Villiers-le-Sec, la place de la ville, qui est une fouille réalisée par la JPGF. Et donc,
comme je le disais au début, le musée n'a pas forcément la capacité d'accueil qu'on a. On a vraiment une collaboration aujourd'hui étroite et une réflexion autour de collection le musée va plutôt conserver tout ce qui est collection muséale, donc qui a destination à être exposée, et nous plutôt ce qu'on va appeler les collections d'études. Donc si je reprends l'exemple de Villiers-le-Sec, nous conservons les squelettes globalement, et les bijoux, les objets de ce type-là sont plutôt conservés au musée. Ce qui est une certaine logique. Après, vu qu'on est dans la même structure, il n'y a pas de dispersion des vestiges. Certes, elle existe physiquement, mais bon, c'est les mêmes agents, c'est la même structure. Donc ça explique en tout cas qu'on conserve aussi un certain nombre de vestiges, une grande partie de vestiges pour le compte du musée départemental. Pour d'autres cas, on va aussi venir en soutien aux services de l'État, qui sont en recherche de solutions. Puisque quand on a des fouilles sur le département du Val d'Oise, l'État n'ayant pas ce qu'on appelle un centre de conservation et d'études, c'est-à-dire un dépôt à l'échelle de l'Île-de-France, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant il n'y en a pas, à chercher des solutions à plusieurs reprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a récupéré les vestiges provenant des fouilles de Montmorency qui ont été réalisées dans cette période-là. Alors j'ai plus exactement la date en tête. Ces fouilles ont été réalisées par une société privée qui s'appelle EVA. Et alors pour le coup, on n'a jamais renouvelé cette expérience parce que c'est vrai que ça fait entrer un volume important de collection d'un coup et on a besoin, nous, de la place par rapport à nos propres activités. Donc, mais on n'était pas en situation de refuser à l'époque. Donc tous ces mouvements-là se sont faits, bien entendu, via des délibérations en assemblée départementale. Ce n'est pas les archéologues qui ont décidé de rentrer ces vestiges-là de cette façon-là. C'est aussi également à cette période que le musée archéologique du Val d'Oise va passer une convention avec la ville de Baillet en France concernant des vestiges qui proviennent des monuments soviétiques de l'exposition universelle de 1939 qui ont été retrouvés par l'Institut national de recherche archéologique préventive dans une glacière du château de Baillet, qu'on avait totalement oublié. Donc ce sont des vestiges qui ont été jugés suffisamment importants pour être accueillis sur le territoire départemental. Et donc à cette occasion, le SDAVO, dans le cadre de cette convention, va devenir dépositaire d'une grande partie de cette série. Globalement, la partie muséographiable, si vous avez tous été au musée de Guéry, elle est visible dans le fond permanent. Quand on visite l'exposition, les panneaux ont été remis en état. Et la partie qu'on pourrait qualifier plus de collection d'études est chez nous. Vous avez deux photos à l'écran qui représentent le volume des collections dans les allées du dépôt, puisque ça c'est à l'époque où l'inventaire a été réalisé de ce fonds, sa remise en état. On a deux conservateurs qui ont travaillé sous la responsabilité de la gestionnaire et qui était aussi conservatrice des collections, qui ont travaillé pendant plusieurs mois à la remise en état de ces panneaux et aujourd'hui sont complètement protégés et rangés dans les racks que vous avez vus. Donc voilà, des volumes assez importants qui rentrent à cette période-là. Et dans le même temps, il y a tout un effort qui est entrepris pour évacuer des collections dont la provenance est totalement perdue. Donc ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des objets qui vont être donnés pour certains, donc notamment dans les milieux éducatifs où on va. Alors évidemment, c'est pas des objets énormes, mais ça arrive de temps en temps qu'on donne des séries de céramique pour lesquelles on n'a plus d'identification et qui vont servir à des ateliers spécifiques dans des classes de collège en histoire. Voilà, on a deux cas comme ça sur Argenteuil où on a fait ça récemment. Et puis sinon, il y a aussi des évacuations qui sont réalisées en déchetterie, voire du réenfouissement. Mais alors, sachant qu'on privilégie plutôt l'évacuation en déchetterie parce que l'idée n'est pas de voir revenir ces objets-là sur des marchés parallèles. Ouais, mais vous rigolez, mais ça arrive. Donc, c'est un vrai problème pour les conservateurs à l'État. Donc, voilà, souvent, aujourd'hui, quand on veut éliminer... Enfin, non, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on veut éliminer des vestiges, c'est pas simple, il faut des autorisations et on nous indique comment les éliminer. En 2016,
on a une loi importante qui est la loi culture, architecture, patrimoine, qui va fixer de nouvelles règles, notamment en matière de propriété des vestiges et d'inventaire des collections. Ça aussi, j'y reviendrai, la question de la propriété, c'est un casse-tête, parce que bon, la question légitime que tout le monde se pose, c'est à qui appartiennent ces vestiges. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, on était content d'avoir notre application en 2011 pour gérer informatiquement tous ces vestiges. Et ben en 2016, on a un nouveau texte et ça fait juste 5 ans qu'on utilise notre application. Bon, c'est la vie, voilà. Duralex, Sedlex, voilà, c'est ça l'expression que je cherchais. Donc parallèlement, 2016 est une année un peu complexe puisqu'on a un projet de déménagement du service, puisque le service était historiquement depuis 1984 hébergé dans les locaux de l'abbaye de Maubuisson. Et c'est à cette même période donc que le projet de Maubuisson change. Et donc le département est à la recherche de locaux pour héberger le service et du coup les collections, puisque faisons d'une pierre deux coups, hein, vu que physiquement nous étions à Maubuisson avec un dépôt à Saint-Ouen-l'Aumône, c'est vrai que dans la philosophie c'était intéressant éventuellement d'envisager un rapprochement collection et service. Donc finalement le service, après des péripéties qui ne nous concernent pas ici, va en 2018 regagner les locaux du campus Saint-Martin à l'université de Cergy, donc juste à côté, hein. Bon, évidemment, non, ça aurait pu arriver, mais il n'y avait pas de capacité de conservation à proximité. On a eu plusieurs lieux qui ont été... il y a eu plusieurs projections faites sur d'éventuels lieux qui appartenaient au département où on aurait pu atterrir, puis finalement d'autres solutions ont été choisies. Toujours est-il que finalement, en 2018, la décision est prise, on reste dans nos locaux. Donc, on déménage à Cergy, mais les collections restent sur Saint-Ouen-l'Aumône. Le point très positif quand même dans ce déménagement, c'est qu'on va récupérer une petite réserve qui va permettre de gérer les matériaux sensibles, donc avec hygrométrie et température contrôlée. Donc ça va nous permettre d'avoir tout un travail un peu long au sein du dépôt de réidentification de tous les éléments sensibles, qui n'est pas complètement terminé aujourd'hui, et qui va nous permettre donc de mettre en sécurité des vestiges qui commençaient à s'abîmer pour certains. Et c'est aussi à cette époque-là, donc l'année 2018 est assez riche de ce point de vue-là, qu'on passe une convention avec l'État, avec la DRAC Île-de-France, pour conserver le mobilier valdoisien dans les réserves du service départemental. La raison de cette convention, hein, c'est pas l'initiative du département, c'est à l'initiative, enfin si d'une certaine manière. Pour pouvoir faire de l'archéologie préventive, le département doit être habilité. Cette habilitation, elle permet d'intervenir sur différentes périodes au moment du terrain, mais on doit aussi pouvoir garantir que derrière, on conserve les vestiges. Donc on a les moyens humains, qu'on a toute l'intendance qui va bien, et qu'on a un lieu pour conserver ces vestiges. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir une annexe à la convention qui est passée, une annexe à l'habilitation qui prend la forme d'une convention passée avec l'État, où l'État nous dit oui, je vous autorise à conserver des vestiges parce que vous faites ça correctement. Oh, je suis bavard. En 2022, on a un nouveau changement d'équipe, c'est mon arrivée au sein des collections. Et donc le premier réflexe, ça va être de faire un état des lieux. Et un petit peu finalement de voir ce que représentent ces collections exactement. Puisque le constat qu'on peut faire finalement dans ce dépôt, alors les collègues ont commencé, hein, mais du coup je m'inscris dans la continuité d'un travail qui a commencé, on a des vestiges de tout type et de toute nature, qui sont conditionnés dans des caisses, sur des palettes, dans plusieurs lieux répondant à des normes de conservation, alors température, hygrométrie. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs centaines de milliers d'objets qui vont de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Ça représente 350 mètres cubes environ. Ça en fait, pour le département, hein, pour le Val d'Oise, la plus grosse réserve.
Arkea, qui est dans l'Est, a une réserve assez importante, mais ils se sont ouverts il y a peu à la Seine-et-Marne, donc c'est difficile de comparer. Sachant que quand je dis plusieurs centaines de milliers d'objets, nous, quand on fait un récollement, un peu à la différence, non, comme les musées, hein, on va descendre à l'objet, hein, vraiment. Donc on va faire des dénombrements, des tessons, des nombres de tessons dans les sacs. Il est assez difficile d'être précis sur ces volumes que je vous donne, qui vous donnent un ordre de grandeur, parce qu'il y a un énorme passif du fait de ces fouilles dont j'ai parlé, Maubuisson, le château de Beaumont, pour lesquels on n'a pas d'inventaire réellement. On a commencé par un bout, on a fait le lapidaire, mais tout ce qui est dans nos contenants n'est pas inventorié aujourd'hui. Ce qui fait que pour le jeune gestionnaire de conservation que je suis, de collection que je suis aujourd'hui, c'est un côté très, très agréable parce qu'il y a des redécouvertes de vestiges qu'on avait totalement oubliés. Donc, qui en plus se trouvent avoir par moments des intérêts muséographiques indéniables. Donc finalement, oui, ça je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, dans ce fonds, le SDAVO conserve un volume conséquent de vestiges du musée archéologique départemental qui ne sont pas muséographiables, mais qui sont d'intérêt scientifique. Pour toutes ces collections, la dévolution, la question, le tableau ne le lisez pas, la question de la dévolution définitive n'est pas réglée. Alors ça tient en fait au fait d'une grande complexité qui est liée à des régimes légaux qui sont différents depuis 1941. Puisqu'en fait, en 1941, on a une loi cadre qu'on applique, voilà, et elle a été très régulièrement remaniée au fil du temps, donc je ne vais pas la détailler parce que ce serait insupportable. En tout cas, cette loi de 41, elle va s'appliquer finalement pratiquement jusqu'à 2001. Et puis après, voilà, on a des couches qui vont venir s'accumuler. La simplification administrative jusqu'en 2016. Nous voici en 2016 avec, donc je parlais de la loi LCAP. Donc c'est le tableau résumé digéré avec deux exemples qui vont permettre de bien comprendre aujourd'hui ce qu'on fait. Si un terrain est fouillé aujourd'hui en 2025, alors je vous ai mis en vert. En vert, c'est imaginer que c'est un grand champ. On dirait un terrain de foot. Bah voilà, c'est un champ qui va devenir un terrain de foot. On n'a qu'à dire ça. Et bien la parcelle ZB06 du cadastre, son propriétaire n'a pas changé depuis 2005. C'est toujours Monsieur Machin qui cultive son champ. Lui, si aujourd'hui on trouve dans ce champ des vestiges archéologiques, il est 100% propriétaire des vestiges qui sont découverts sur son territoire, sur son terrain. Oui, ça a changé. Si on fouille la même parcelle en 2025, mais qu'en revanche, il y a eu une mutation depuis 2016, donc après la loi de 2016, que la société Veolia, par exemple, a acheté le terrain pour y construire un terrain de foot, eh bien, c'est l'État qui est 100% propriétaire. Donc, dans un cas, l'État n'a pas de démarche à faire, il récupère la légitimité des vestiges. Dans d'autres, on tombe sur une procédure administrative un peu complexe pour récupérer les vestiges, puisque bien souvent, quand même, malgré tout, les vestiges vont être conservés dans des services, dans des lieux qui permettent la conservation, puisque c'est ce qu'exige en revanche l'État. Si un propriétaire souhaitait garder des vestiges, il faut que le propriétaire puisse s'engager à les conserver dans des conditions suffisantes, ce qui occasionne des coûts, des moyens. Donc voilà, en général, ça s'arrête assez vite. Voilà. Donc aujourd'hui, on applique systématiquement cette loi. Alors vous imaginez bien que par contre, si on a fouillé en 2016, en 2009, en 2008 et qu'on n'a pas réglé les questions de propriété, il faut qu'on se réfère aux textes plus anciens. Donc c'est assez compliqué ces questions-là. C'est des questions qui sont vraiment, qui sont vraiment, qui sont traitées normalement par les musées. Et en fait, le service, nous, on a fait le choix de commencer à travailler aussi sur ces questions-là, parce que si on arrive à les résoudre, c'est du temps de gagner pour les musées derrière, quoi. Maintenant, le passif est tel en France qu'il y aura peut-être une loi un jour qui régularisera le statut des collections. Donc je vous disais, on avait notre application Colarc de 2011 et puis de plus en plus de difficultés à être en adéquation avec la loi, ce d'autant que le 7 février 2022, on a un nouvel arrêté qui porte sur la normalisation des inventaires de collection.
Cet arrêté, il émane directement du ministère de la Culture et il est décliné par les différentes régions en France. Donc en Île-de-France, il y a un protocole de 40 pages qui nous explique comment il faut inventorier les différentes collections qui émanent de l'archéologie de terrain. Donc dans ce cadre-là, on va en profiter nous, au sein du département. De toute façon, l'application là pour le coup qu'on utilisait depuis 2011 avait été complètement obsolète. Donc avec le passage au PostgreSQL, pour ceux qui programment un peu, on a été amené à revoir complètement ces outils d'inventaire et on a proposé donc auprès de la direction des systèmes informatiques un projet qui impliquait tous les sites culturels du département pour développer un outil commun à l'ensemble des structures culturelles. Donc là, on dépassait le simple cadre de l'archéologie, ça englobait l'abbaye de Maubuisson, le musée d'Auvers-sur-Oise, la maison du docteur Gachet, et il y en a d'autres, voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Et cet outil, il a commencé à sortir de terre fin 2023, pardon, et il s'appelle Colarem, donc Collection archéologique et muséale. Et donc, il permet aujourd'hui d'utiliser un système d'inventaire pour ce qui est de l'archéologie en totale adéquation avec les normes réglementaires. Alors, dans ce cadre, du coup, on en profite pour créer de l'information qui n'existait pas jusque-là, dans un souci de traçabilité maximale de l'objet. Vraiment, l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir une trace de tout ce qui sort, tout ce qui rentre, et d'identifier tout ce qu'on a aussi. Donc, la situation en 2022, c'est que près d'un contenant, un carton ou une caisse, comme vous voulez, sur 2, n'était pas inventorié sur 6987 contenants. Donc, il a fallu réaliser un patient travail d'inventaire, de reconditionnement, d'apposition d'étiquettes et de documentation cartographique, le cas échéant. On y arrive, vous voyez, les caisses qui sont sur le côté là sont propres, donc on en profite aussi pour passer de caisses carton à des caisses aux normes qui sont en polypropylène, dont la dégradation est limitée dans le temps. Et donc on a systématiquement désormais une étiquette avec un code barre, et puis à l'intérieur des sachets dans lesquels il y a des étiquettes également, et puis des inventaires. Tout ça est complètement normé. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite, vous décrire le parcours d'un objet. Donc à partir du moment, donc ça se lit de gauche à droite, à partir du moment où l'objet est découvert sur le terrain. Donc vous voyez là, je vous ai mis l'exemple d'une petite urne romaine. L'archéologue est très fier, il l'a brandie au bout de sa main sur le terrain. Et puis donc la première étape, une fois revenu du terrain, c'est la prise en charge de cet objet. Alors j'ai mis nettoyage, donc vous avez différentes évocations. Il peut être nettoyé à l'eau si c'est un objet qui ne craint pas, à l'eau du robinet. C'est le cas de la céramique si elle n'est pas peinte, parce qu'après il faut avoir plein de choses en tête au moment où on aborde les objets. Il peut être pris en charge par un restaurateur, donc c'est l'image que vous avez juste à côté, pour éventuellement être dégagé de produits de corrosion ou plus sommairement nettoyé pour pouvoir être étudié, parce qu'il y a aussi cet objectif-là. Ensuite, on a des photographies qui sont réalisées à ce moment-là pour réaliser ce qu'on appelle des constats d'état, voir dans quel état est l'objet au moment où, juste avant qu'il soit conditionné. Un inventaire, donc voilà, il y a une équipe qui gère l'inventaire, et puis le conditionnement, donc avec plusieurs situations possibles. Soit, comme vous avez vu tout à l'heure et comme on le voit sur la photo de gauche, les objets sont placés dans des sacs ensemble parce qu'on les juge pas trop fragiles. Soit ils sont placés dans des soclages de façon à être maintenus, parce que là, pour le coup, c'est des objets quasi complets qui ont un intérêt muséal et qui, eux, vont regagner potentiellement un musée. La voie royale, si je pourrais dire, du parcours de cet objet, c'est d'atterrir en vitrine au musée archéologique départemental et de pouvoir profiter aux yeux de tous, mais ce n'est pas la voie la plus fréquente. Celle qui est sur l'image de gauche, c'est d'atterrir dans une travée immense, avec l'espoir peut-être un jour d'être manipulé par un jeune spécialiste qui se formera sur ces objets. Voilà. Donc là, j'ai mis le Matvo, mais évidemment, on pourrait mettre Arkea. C'est des collaborateurs sur le département privilégiés, dans les deux cas. Ce lent travail, et là, je reviens à mon introduction, parce qu'on approche de la fin, parce que je vais peut-être arrêter de vous barber avec mes collections. Il doit permettre
de mieux valoriser les collections départementales et il porte petit à petit ses fruits. Puisqu'en fait, ces dernières années, on a quand même réussi à relancer des études avec des méthodologies totalement nouvelles sur des collections anciennes. On a réussi aussi à poursuivre un certain nombre d'études sur des collections d'archéologie préventive. Là-dessus, je donnerai un exemple. On a fini une fouille en 2015 et donc on a rendu le rapport très rapidement parce que c'était l'obligation de l'aménageur en 2017. Et aujourd'hui, on continue de sortir des choses en faisant étudier régulièrement les vestiges qui proviennent de cette fouille. Et donc pour que tout ça fonctionne, eh bien, il faut le SDAVO est très impliqué dans les réseaux de recherche. Les universités parisiennes, Paris 1, Nanterre, l'université de Cergy, le CNRS, le Musée de l'Homme, etc. Quelques exemples récents. On a une collection de silex néolithiques qui sont issus de prospections qui ont été menées tout près d'ici, sur la commune d'Osny, entre 1990 et 2016, pendant près de 20 ans, par un particulier qui est parti en province et qui a légué sa collection au département. Dans ce cadre-là, cette collection sert aujourd'hui de support de stage à des étudiants qui viennent se former et donc qui viennent pendant une semaine. On a une quinzaine d'étudiants et c'est encadré par les 2 archéologues qui sont spécialistes de la préhistoire au sein du service et qui donc vont à la fois permettre d'acquérir des données nouvelles sur cette collection et former les générations futures. Donc finalement, là, le pari est tenu. Autre exemple, on a entrepris les 2 années qui précèdent l'analyse paléopathologique, donc des maladies d'un ensemble funéraire médiéval qui était situé à Magny-en-Vexin, sous l'actuel collège, et qui a été fouillé à la fin des années 90. À l'époque, on n'avait pas pu faire cette étude-là. Aujourd'hui, on a une vision instantanée d'une population médiévale en bonne santé, on va dire. Autre exemple, la reprise d'études de l'importante documentation de Beaumont-sur-Oise pour l'époque romaine. Donc là, évidemment, les fouilles de Didier Vermersch qui ont porté sur cette agglomération secondaire ont été extrêmement nombreuses et par conséquent, on a un fonds documentaire très important. Et donc là, actuellement, il y a un travail de reprise en cours de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, etc., en lien avec l'archéologue, bien sûr, pour finalement mieux cerner les enjeux d'une reprise documentaire. Et cette meilleure connaissance des fonds anciens, elle est finalement aussi un atout pour aborder, pour les archéologues, les nouvelles opérations d'archéologie préventive. Quand demain on intervient dans le domaine de Villarceau à Chaussy et que dans nos réserves on a des vestiges qui viennent de Chaussy, c'est beaucoup plus facile pour nous de contextualiser les interventions et de dire attention, on va peut-être avoir tel type de vestige, etc. Donc là, évidemment, il faut qu'on soit allé jusqu'au bout de ce travail de fond, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une force parce que ça nous permet souvent de réaborder les collections avec un œil nouveau. Je terminerai cette conférence par les chantiers à venir. Un petit mot quand même des chantiers en cours. Il y a aussi cette idée, donc, les moyens qu'on utilise pour rendre toutes ces collections visibles. Donc on essaye via l'offre Internet, via notre site Facebook, par moment de mettre en lumière certains objets. Parce que peut-être la question vous sera venue, mais j'y réponds avant que vous la posiez, il n'est pas possible de visiter notre dépôt, puisque pour des raisons que vous comprendrez bien, on préfère que sa localisation reste confidentielle. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de rendre visibles ces objets via des supports numériques. Ou par le biais d'actions ponctuelles. On intervient par exemple pour la ville de Sannois, on a monté une expo avec des objets qui viennent du service, des choses comme ça. Parmi les chantiers à venir, donc, on a celui de la régularisation du statut des collections de l'abbaye de Maubuisson. L'abbaye de Maubuisson est un site départemental, donc effectivement, il y a un gros sujet de régularisation du statut, puisqu'en fait, l'abbaye va devenir départementale à partir de octobre 1979, ce qui veut dire que tout ce qui est antérieur relève d'un autre régime de propriété, et qui donc, il faut arriver. Par ailleurs, il y a aussi des logiques d'acquisition. Tout le terrain de Maubuisson n'a pas été acquis en une seule fois, donc il faut aussi voir en fonction de quelle campagne, à quel endroit on se trouvait, etc. Donc là, en lien avec les services de l'État, on a décidé de privilégier le site de Maubuisson,
puisque c'est un site départemental et qu'il paraissait bien de régulariser le statut des collections qu'on conserve pour notre compte. Donc ça fera l'objet d'une délibération dans les années à venir. Donc pour pouvoir travailler là-dessus, il faut bien entendu qu'on ait fait les inventaires. Donc on ait réalisé un chantier de collection. Et c'est ce qu'on a fait maintenant. Vous voyez à l'écran des objets dont on ignorait totalement l'existence, qu'on a découvert pour certains dans les boîtes. Et donc on a édité un petit catalogue qui permet aussi qu'on diffuse auprès de nos partenaires qui, eux, souhaitent éventuellement exposer ces objets-là. On leur dit, vous voyez, on a ça dans notre fonds, donc si jamais vous avez tel sujet, on peut vous prêter ces objets-là. Ça peut aussi prendre, alors dans le cas de Maubuisson c'est le cas, ça peut prendre la forme de chantier conjoint avec le musée archéologique départemental, parce que le musée archéologique départemental conserve dans son propre fonds des vestiges qui proviennent de Maubuisson, qui n'ont pas d'intérêt muséographiable, mais qui sont là-bas pour des raisons historiques. Donc, de temps en temps, on fait des chantiers d'été sur des périodes très courtes, en fonction de nos calendriers opérationnels. Bon, mais en une semaine, on arrive quand même à abattre un certain nombre de travail. Et donc, ça permet à deux structures de savoir tout ce qu'on conserve en réalité. Parce que ça aussi, c'est une problématique. Des fois, on va dire, tiens, au SDAVO, on a ça, puis en fait, on n'a pas pensé à regarder dans le musée d'à côté où il y a le reste. Voilà. Par rapport à tout ça, il y a un souci constant aussi de faire de la place aujourd'hui pour pouvoir garantir l'entrée de nouvelles collections. Donc, depuis 2022, on a le droit de faire ce qu'on appelle du tri-sélection. Alors, c'est très encadré, puisque c'est cadré par un décret de loi. Donc, on peut identifier des collections que l'on juge susceptibles d'être éliminées pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a des séries qui sont plus importantes ailleurs et qui du coup sont assez redondantes et donc on ne va pas forcément faire le choix de conserver, soit des toutes petites collections qui finalement s'avèrent d'un intérêt informatif très pauvre. Et donc dans ce cadre-là, on va soumettre au service de l'État des listes de mobilier. Et ça va passer en commission, et donc ils vont donner leur accord ou non pour l'élimination de ces vestiges. Après, donc là, moi je n'ai pas l'exemple en Ile-de-France, mais j'ai l'exemple sur Orléans. Le conservateur fait régulièrement des arrêtés de radiation avec l'obligation de les éliminer en déchetterie et de les concasser complètement pour justement qu'on ne les retrouve pas ailleurs. De cette façon-là, et puis par ailleurs, il y a aussi des collections qui ne proviennent pas du Val d'Oise, qu'on a réidentifiées, qu'on a petit à petit ramenées aux différents opérateurs qui se trouvent donc le plus souvent dans l'Oise, enfin en tout cas dans les départements limitrophes. Donc là, on a déjà réussi à rapatrier à peu près 1 mètre cube de collection. Un autre sujet, c'est les caisses que vous avez à l'écran. Là, ces caisses, on se croirait presque dans Indiana Jones, qui sont d'ailleurs datées, puisqu'elles datent d'une exposition qui s'appelait Un village au temps de Charlemagne, qui a été itinérante en 2001, que l'on doit à la JPGF section de Villiers-le-Bel. Et ces moulages, en fait, aujourd'hui, sont assez obsolètes et pour certains en très mauvais état. Et donc, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec ces moulages dans le sens où ils ont été inscrits au Musée de France au moment où le MUSEM, dans le cadre de la convention de dépôt, les a rapatriés chez nous. Donc on a fait le tour de tout le monde, plus personne n'en veut globalement, donc la question de la destruction s'est posée. Et là, on arrive au bout d'une procédure qui a commencé en 2022 et où on a réussi enfin à obtenir un arrêté de radiation qui va nous permettre de les éliminer. On attend juste là maintenant au niveau du ministère de la Culture la procédure. Je vous parlais de procédure applicable en région centre. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire une élimination en déchetterie. Ça représente quand même 30 mètres cubes, donc en fait c'est aussi pour ça que ça nous intéresse, parce que ça va quand même permettre de récupérer de l'espace. Alors après, s'était posé aussi la question, je digresse un tout petit peu, mais sur cette collection-là, de faire un relevé 3D de ces moulages pour éventuellement garder une forme de mémoire. Malheureusement, ils sont vraiment en très mauvais état, donc ça voudrait dire les reconstituer, et ça coûterait plus d'énergie que ce ne soit rentable. Enfin,
plusieurs associations disparaissent ou simplement changent de statut aujourd'hui. Donc ça, je vous en ai parlé au cours de la conférence. Et donc, il convient de sécuriser la conservation des collections qui sont dans ces associations pour les générations futures. C'est le cas notamment d'une association relativement récente, mais qui s'est créée avec des gens qui aujourd'hui réorientent leur activité, qui s'appelle le groupe de recherche archéologique du néolithique de la vallée de l'Oise, et qui a prospecté sur l'ensemble du département autour de la détection de sites néolithiques. Aujourd'hui, ils arrêtent les prospections en Val d'Oise et ils ont un tout petit local à Villiers-Adam. Et donc là, le SDAVO, sur ce type de sujet, va venir en appui, en conseillant, en aidant dans la mise en ordre des inventaires et de la documentation. Vous avez à l'écran l'exemple de la façon dont ils ont travaillé. Donc à gauche, c'est l'état des collections dans la petite réserve de Villiers-Adam. Vous avez une liste d'inventaire qui est un registre qui est tenu à la main par commune et par lieu-dit, et puis des plans de localisation. Alors tout est fait à la main, mais c'est vraiment très propre, c'est carré. Donc en fait, c'est la condition qu'on pose nous avant de récupérer ces collections. On veut bien récupérer les vestiges sous couvert de l'autorisation de nos hiérarchies, et ensuite il faut absolument qu'on ait les inventaires qui vont avec. Donc là, comme les conditions étaient remplies, le transfert a commencé et vous avez les caisses qui sont à droite en bas aujourd'hui rangées dans notre dépôt. On a à peu près jusqu'à présent accueilli la moitié de ces collections. Il en reste à peu près la moitié à intégrer. Et c'est pareil, ça c'est l'histoire du patrimoine départemental. Donc c'est important parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres acteurs aujourd'hui pour conserver ce type de collection. L'État, globalement, n'a pas de procédure liée à ça. Donc c'est vrai que si le département ne joue pas ce rôle-là, on ne sait pas très bien qui va le jouer. Voilà, j'en ai terminé. Je terminerai juste par faire un petit peu de publicité. Si jamais l'univers des collections, j'ai réussi à vous convaincre de l'intérêt des collections, nous avons toujours des mercredis archéologiques, donc à raison d'une fois par semaine, auxquels vous pouvez venir participer. Vous avez l'adresse mail du service, donc n'hésitez pas à contacter si vous êtes intéressé, et puis vous aurez le bonheur de travailler avec moi. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette conférence très claire et très instructive. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, alors je suis Patrick Lapalu, un ancien des archives départementales du Val d'Oise. Alors je voudrais évoquer surtout le cas de la collection du site archéologique de Genainville, où là, à l'occasion d'une visite entre nous, j'ai pu constater la richesse de tout ce qui a été découvert et stocké dans le hangar. Alors la question est la suivante, toute simple. Que vont devenir ces pièces-là qui sont mises à l'écart, protégées à l'heure actuelle? Mais bon, je me demande si ça va rester comme ça de façon pérenne ou au contraire, il y aura un tri et une sélection par la suite. Alors, je ne sais pas si ma réponse va être enthousiasmante, mais le site de Genainville est un site qui appartient à l'État. Donc, déjà, ça, c'est un premier point qui est posé. C'est-à-dire que les collections qui sont découvertes à Genainville relèvent de la gestion de l'État. Il y a une convention qui fait que les collections sont en dépôt pour partie au Madevaux, à Guéry. Et effectivement, l'essentiel du lapidaire, je vois très bien de quoi vous parlez, se trouve dans des bâtiments un peu précaires sur le site. À ma connaissance, mais il faudrait en discuter avec le responsable Vivien Barrière qui est à l'université, il n'y a pas de projet à l'heure actuelle de sélection parmi les vestiges lapidaires. Après, effectivement, là, il y a peut-être un chantier, une forme d'urgence sur ce qui est à cet endroit-là, puisque certains blocs qui ont été marqués il y a maintenant plus de 60 ans sont en train de s'effacer, puisque le Touring Club de France, qui est devenu par la suite le centre de recherche archéologique du Vexin français, a fouillé le site dans un premier temps, et il y a encore des éléments lapidaires qui sont dans cette réserve-là. Donc effectivement, là, il y a un vrai risque de perte irrémédiable de l'information. Moi, j'y suis passé cet hiver en prospection avec les collègues du service. On a pu apprécier aussi les températures particulièrement froides, et comme ce dépôt, il n'est pas du tout isolé, il y a des risques de fracture des blocs, géifraction, donc perte d'information irrémédiable. Donc
Là, actuellement, je ne sais pas si le sujet a été pris à bras-le-corps par quelqu'un. Il n'a pas été photographié pour l'instant? À ma connaissance, non. Non. Moi, j'avais une question sur la façon dont les objets, le mobilier rejoint éventuellement une structure muséale. Comment ça se passe? Il y a un process, ça se fait au cas par cas? Il y a une réunion annuelle? Enfin, comment ça se passe pour décider qu'un objet va rejoindre une collection, va être exposé? Alors, ça dépend un petit peu des cas de figure. Quand on est... ça dépend des cas de figure et des statuts des musées. Je vais commencer par le plus simple aujourd'hui pour nous, c'est Arkea qui est dans l'est du département. Comme dans leur convention de partenariat avec l'État, il est stipulé, Isabelle qui est là me corrigera si je dis une bêtise, mais il est stipulé que l'ensemble des collections qui relèvent de leur territoire rejoignent leurs locaux. Là, il n'y a pas de tri qui se fait sur les collections, c'est-à-dire que l'ensemble des séries vont là-bas, et après c'est eux qui font un tri-sélection parmi les vestiges qui souhaitent exposer en lien avec l'actualité. Donc là, c'est pas d'ailleurs pas forcément des éléments qu'on pourrait juger comme étant muséographiables a priori, hein, parce que là, ils sortent d'une expo sur les déchets, ou par exemple, ce qu'on expose, ça va être des choses beaucoup moins bling-bling que ce qu'on pourrait voir dans une expo bling-bling au Madvo, par exemple. S'agissant du Madvo, c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, là, il y a en amont, entre nous, une réflexion concertée sur ce qui potentiellement pourrait faire l'objet dans le cadre de leurs expositions futures. Donc on va soumettre, nous, des objets qui pourraient regagner leurs expositions temporaires. Sur des expositions permanentes, il y avait un projet de refonte du parcours permanent qui pour l'instant est à l'arrêt. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de... on ne peut pas en dire plus. Dernière chose, évidemment, tous ces mouvements se font uniquement sous couvert de l'État. Et donc, quand on fait un transfert de collection vers Arkea, on passe par le référent qui est chargé des collections au niveau de la DRAC Île-de-France, qui va préparer un certain nombre de documents, puisque normalement, en fait, il faut que les questions de propriété soient régularisées, mais c'est jamais le cas, donc on a des dérogations. Encore que là, depuis 2016, il y a des choses qui sont plus simples, puisque comme c'est 100% propriété État, la régularisation est faite. Mais quand c'est antérieur, c'est plus compliqué. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci de ta conférence. Attends. Ma réflexion porte sur les restes humains. On voit de nombreuses demandes de restitution au nom de la dignité humaine. Alors, est-ce que dans la profession, vous avez une réflexion sur ces milliers de squelettes que vous entreposez dans des boîtes? Merci pour la vacherie. Oui, alors dans la profession, bien sûr qu'on a des réflexions là-dessus. Il y a même on attend toujours, parce que c'est très compliqué comme sujet. Donc on attend toujours quand même un décret, des décrets sur le sujet. Les discussions sont assez avancées, hein, puisque de toute façon ça se passe au niveau du ministère, tout ça. Et si on prend ces questions-là vont dans un premier temps se poser au niveau international. Donc ça va d'abord concerner les grands musées. Au musée de l'Homme, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en poste pour ça, qui travaille que là-dessus, sur les dévolutions, etc. Je touche du bois, pour l'instant en Val d'Oise, on n'a pas trop été confronté à ce type de problème, si ce n'est que ce que je racontais à un moment donné sur le réenfouissement pourrait s'y apparenter un petit peu quand même. Et du coup, dans ce type de cas de figure, nous on a des réunions biannuelles qui sont au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau interprofessionnel de gestionnaires de mobilier archéologique, où on évoque tous ces questionnements-là. Donc oui, on a des réflexions régulières. Maintenant, dire qu'elles sont abouties sur des thèmes comme ça, ce serait faux. Oui, bonjour. À Pontoise, ils ont bien réenfoui autour de la cathédrale, non? C'est ce qu'on nous dit quand on visite. Non, bon. Non. Je ne sais pas s'ils ont réenfoui les tours, mais pour avoir fouillé pas sur le parvis, mais sur la place du Grand Martroi en 2011, on a retrouvé des éléments du portail gothique.
avec des éléments de statuaire peints. Donc oui, il y a eu des actes de réenfouissement, mais ça, c'est pas lié à l'archéologie actuelle, hein, c'est historique. Donc effectivement, après, il y a aussi des réenfouissements qui sont liés à l'homme au cours du 18e, 19e, etc. Mais de réenfouissements récents, je ne crois pas, puisqu'aujourd'hui, tous les vestiges qui proviennent de fouilles réalisées sur le territoire de la commune de Pontoise sont encore conservés au sein du centre technique municipal. Je parlais des cadavres, enfin de tout ce qu'ils avaient. Ah, les cadavres, ils ne sont pas réenfouis, ils sont au service. Hein. Ah, donc on nous a raconté un peu des histoires. J'avais un autre problème sur... Ah, pas forcément, attendez. On ne vous a pas forcément raconté des histoires parce qu'il y a, sur une partie du parvis devant la cathédrale, on est intervenu en 2009, il faut que je remonte le temps du coup, et effectivement, au moment où ils refaisaient les places, il y avait des ossements partout, donc on est intervenu en urgence, on en a sorti une trentaine, et ensuite on a trouvé un terrain d'entente. L'ensemble du site a été protégé en lien avec les services de l'État. Donc ils ont effectivement, des sépultures ont été recouvertes d'une bâche géotextile et ensuite ça a été construit par-dessus. Donc effectivement, oui, à cet endroit-là, mais c'est un tout petit bout de la place. Hein, le reste, il n'y a plus rien. Et à Maubuisson, parce que quand j'y suis allée il y a très très longtemps, quand ils ont ouvert le site, il y avait encore des pierres tombales, tout ça. Et quand j'y suis retournée il y a plus récemment en visite historique, j'ai demandé ce qu'elles étaient devenues. On m'a dit, bon, on ne sait pas, elles doivent être à Saint-Denis. J'ai trouvé ça curieux. Non, alors les pierres tombales de Maubuisson, elles sont soit au musée archéologique, enfin si c'est bien celles dont vous parlez, je pense qu'elles sont au musée archéologique départemental. Nous, on a des facsimilés au sein du service. Et par ailleurs, Maubuisson reste une réserve archéologique importante, hein, puisqu'on a seulement 10% des 10 hectares du site qui sont fouillés et connus. Mais non, non, tous les vestiges sont conservés soit à Saint-Ouen-l'Aumône, soit au musée de Guérien. Quel service occupe l'abbaye de Maubuisson maintenant ? C'est un service d'art contemporain. Voilà. Très bien. Oui, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, en fait. C'est normal. Non, mais c'est parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas saisies au passage. J'ai bien compris que pendant longtemps, les collections étaient stockées au Vergalan dans une usine désaffectée. Mais maintenant, je n'ai pas très bien compris où elles sont stockées maintenant. Ah, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail parce que c'est un peu volontaire. Non, le lieu de conservation n'a pas changé. On est toujours au même endroit. On a eu des projets de délocalisation qui n'ont pas abouti. Là, on en a un nouveau depuis 3 ans. Moi, depuis que je suis arrivé en 2006, donc ça va faire 20 ans l'année prochaine, j'en connais 3 déjà, des projets de délocalisation. Donc bon, après, nous, on est en ordre de marche et on trouverait même intéressant qu'il y ait une réflexion de conduite sur l'acquisition d'un bâtiment, ou l'utilisation d'un bâtiment départemental pour aménager des réserves avec des conditions qui sont optimales aujourd'hui. Mais après, il y a une question de maîtrise de coûts et de moyens qui est complexe dans le contexte actuel. Donc forcément, on comprendra bien pourquoi l'archéologie n'est pas forcément prioritaire, hein, même si c'est un scandale pour moi en tant qu'archéologue. Mais non, voilà, blague à part, on est toujours à Saint-Ouen-l'Aumône, toujours dans le même local qui fait 1000 m². Sur les dernières photos, on voyait pas que... Ah, ça paraissait bien rangé, hein. Oui, tout à fait. Sur notre photo, on voyait bien un couloir, mais bien abrité quand même. Oui. Là, voilà. Oui. Oui, tout à fait, oui. Mais on a fait du boulot de rangement depuis. Hein. Voilà. Et donc, si on a envie de faire un travail sur ce qui a été... Parce que tu évoquais que c'est ouvert à tous les chercheurs qui voudraient prolonger leurs travaux. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'aller retourner sur ces fouilles-là, il faudra quand même que... Je dirais même que ça fait partie de nos missions. Donc, oui. Par contre, vous ne travaillerez pas au Vergalan, vous travaillerez dans nos locaux à Pontoise, parce que nous, après, on ramène les vestiges. Parce que j'aurais besoin d'évaluer, moi, le volume de tout ce qui a été découvert, par exemple, à Villers-le-Sec. Voilà, keep on contact. Oui, ok, on en reparlera. Je pense qu'on ira voir, pour le coup, là, on ira voir ensemble, parce que je ne vais pas les ramener, ceux-là. D'accord. Très bien. Et concernant le nettoyage
de façon générale, des objets, ça se fait ici sur place. Enfin, il y a un local dédié. Ça se fait à quel endroit cette Alors, tout ce qui est action de conservation préventive, on va dire, elles se font soit au service, soit avec des prestataires extérieurs. Hein. Ça dépend un petit peu en fait du type de matériel sur lequel on travaille. Évidemment, tout ce qui est lavage, etc., on le fait dans nos locaux à Saint-Martin-de-France. Hein. On a des éviers équipés de bacs de décantation, parce qu'après, il ne faut pas boucher toutes les canalisations de l'université. Il y a aussi ces problèmes-là. Et pour tout ce qui va être plus sensible, hein, donc le métal, le cuir, le bois, on va avoir... là, pour le coup, on va travailler soit sur des petites restaurations des choses qui vont pouvoir être faites au sein du service, ou alors on travaille avec des collègues. Alors là, on est en réseau de plus en plus sur l'Île-de-France. Donc on a une collègue qui est conservatrice, restauratrice. Ça me permet de faire de la pub, qui s'appelle Lucie Altenbourg, qui va venir faire une conférence ici, sur Pontoise, quartier Bossu. Donc, voilà, c'est un plaisir de faire de la pub pour... Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, donc, effectivement, nous nous retrouverons pour la prochaine fois, donc le mercredi 19 novembre, pour une conférence historique sur le village, lieu de pouvoir au XVIIe siècle. Voilà. Et effectivement, votre collègue interviendra en mars. Voilà. Pour nous parler des fouilles du quartier menées dans le quartier Bossu. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Bon retour.